Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur New d'Info. Viktor Orban était cette semaine à Kiev pour sa première visite en Ukraine depuis le début de la guerre face à la Russie. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Le Premier ministre hongrois a donc effectué ce mardi sa première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe pour s'y rendre. Mais de quoi est-ce que les deux dirigeants ont-ils discuté? Ils ont discuté de paix puisque Orban est venu pour amener Zelensky à accepter dans un premier temps ce que je pourrais appeler une trêve, un cessez-le-feu pour que la guerre s'arrête. Et dans un second temps, qu'il y ait des négociations pour que on aille vers la mise en place d'une paix qui va mettre fin à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est du reste pas une surprise pour qui connaît Viktor Orban. Il est devenu président en exercice du Conseil de l'Union européenne parce que c'est une présidence tournante. S'il fallait voter, il ne se serait jamais retrouvé à ce poste. Mais comme c'est une présidence tournante, c'est son tour. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'être président, bien que sur cette question ukrainienne, sur d'autres questions également, il a une position qui n'a absolument rien à voir avec la position du reste des membres qui sont au niveau de ce Conseil de l'Union européenne. Oui, c'est ce qui explique aussi sa visite à Kiev que maintenant, depuis le début de ce conflit. On peut le dire clairement parce qu'il est encore plus proche de Kiev que certains pays de l'Union européenne qui ne sont pas allés une seule fois, qui sont allés plusieurs fois pour aller rendre visite à Zelensky. C'est donc sa position actuelle qui l'a amené à s'y rendre? Oui, il est allé plus en tant que président du Conseil de l'Union européenne, mais il en profite pour gérer également sa situation de Orban, qui est un allié de Poutine, c'est extrêmement clair, il ne s'en cache pas du tout. Qui utilise même les éléments de langage de Poutine. Il ne parle pas de guerre, il ne parle pas d'invasion comme le font les autres pays de l'Union européenne. Lui, il parle d'opération militaire comme Poutine le dit. Même les derniers 50 milliards d'euros qui avaient été décidés pour aider l'Ukraine à nouveau, il s'est pratiquement opposé, il a retardé le décaissement de ces 50 milliards. Mais, donc Orban, en tant que Hongrois, n'avait pas intérêt à aller faire une visite chez Zelensky, tout comme Zelensky a fait le tour des pays européens, est-ce qu'il est allé lui rendre visite? Mais en tant que premier responsable aujourd'hui de l'Union européenne, ça lui permet avec ce manteau d'y aller et pourquoi pas de faire l'affaire de son mentor Poutine, qui de plus en plus parle de paix, bien que c'est compliqué cette affaire de paix puisque Poutine a ses conditions, Zelensky également a ses conditions. Il a appelé donc mardi un cessez-le-feu, la Hongrie qui vient donc de prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que cette position garantit quelque part qu'il puisse jouer un rôle favorable dans le sens de la paix? Mais non, d'un point de vue diplomatique, oui, puisqu'il représente l'Union européenne, mais c'est pour 6 mois. Mais sa position reste quand même délicate puisqu'il est un pro-russe. Oui, c'est pourquoi j'ai dit d'un point de vue diplomatique, oui, puisqu'il est allé tenir un discours qui n'est pas le discours de l'Union européenne. Des gens qui mettent 50 milliards d'euros en armes, la France qui dit il faut qu'on envisage d'envoyer des hommes sur le sol pour aider l'Ukraine, leur discours n'a rien à voir avec un cessez-le-feu. Donc c'est clair que en tant que premier responsable, il vient tenir ce discours qui est plutôt un discours qui arrange la Russie parce que c'est ça actuellement la posture de la Russie dans cette guerre qui a du mal actuellement à avancer d'un côté comme de l'autre. Les forces russes n'avancent plus véritablement dans cette guerre. L'Ukraine, malgré toutes ses tentatives de récupération de ses territoires également, n'a pas réussi à faire grand-chose. Mais il y a une guerre qui coûte actuellement extrêmement cher et qui ne bouge plus. Comme si on a atteint un peu les limites des deux côtés. Bon, lui, il en profite pour venir dire ce qui arrange le Poutine qui est son mentor, qu'on aille vers un cessez-le-feu, qu'on fasse des accords de paix pour mettre fin à la guerre, alors que les conditions de l'Ukraine, c'est que la Russie quitte les territoires qui ont été occupés. La Russie lui dit le contraire, qu'on le laisse
prendre. Et la Russie qui justement, donc l'armée russe a revendiqué ce mercredi la prise d'un premier quartier dans la ville stratégique de Tchavisiar. Les affrontements se poursuivent donc sur le terrain. Oui, mais c'est des affrontements. Il y a des bombardements qui font des dégâts, mais sur le terrain de la guerre entre les militaires, la guerre ne bouge plus véritablement. Il parle de quoi? De quartier? De quartier. Il ne parle même pas de ville, il parle de quartier. Dans une ville stratégique, précise la Russe. Pendant un temps, c'était des villages aussi. C'est pourquoi j'ai dit la guerre ne bouge plus véritablement. De temps en temps, l'Ukraine récupère un village. De temps en temps, la Russie prend un village. De ce côté-là, il faut le dire, la guerre n'avance plus véritablement. Et c'est comme si des deux côtés, personne ne prend l'initiative aujourd'hui de reprendre cette guerre où on prend une armée, on prend tout ce qu'il faut pour pousser l'autre dehors quand il s'agit de l'Ukraine qui veut récupérer ses territoires, ou bien quand il s'agit de la Russie d'acquérir encore d'autres territoires. À chaque fois qu'on entend qu'on a pris quelque chose, moi je regarde sur la carte, quand vous regardez d'un point de vue nombre de mètres carrés, mais ce n'est souvent pas grand-chose. Mais on l'utilise comme un trophée pour dire qu'on a gagné quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose de considérable, ce que les Russes viennent de gagner par rapport à l'Ukraine. Et à l'occasion de la visite de Viktor Orban, Zelensky a demandé à ce que les efforts soient fournis pour un prochain sommet sur l'Ukraine prochainement. Tout à fait. Zelensky a été très diplomatique en ne répondant pas directement à Viktor Orban quand il parlait. Lui, il a parlé de l'Union européenne et on parlait tout à l'heure de cela. Les efforts de l'Union européenne aujourd'hui vont dans le sens de soutenir l'Ukraine dans sa guerre. Et Zelensky a semblé vouloir rappeler à Viktor Orban, c'est lui le président du Conseil européen, c'est comme s'il lui dit, mets-toi dans la logique de l'Union européenne dans le cadre du soutien à accorder à l'Ukraine pour que l'Ukraine se libère par rapport à la Russie. Mais dans son discours quotidien, puisque le soir il parle à ses populations, il a été encore beaucoup plus clair. Il a rappelé que l'Ukraine n'est pas contre un processus de paix, mais l'Ukraine veut, comme préalable, que la Russie quitte un certain nombre de territoires qu'ils ont occupés avec cette guerre. Mais ce qui veut dire que quand on parle de cessez-le-feu, lui, il parle de préalable, on n'est pas encore sur la même longueur d'onde entre ces deux président. Et face à ce conflit ukrainien, russo-ukrainien qui coûte cher aux alliés de Kiev, un pays comme la France sera-t-il encore en mesure de pouvoir honorer ses engagements, notamment d'envoyer des hommes à Kiev, alors que le président Emmanuel Macron est en difficulté dans les urnes, en tout cas dans ce contexte d'élections législatives très serré. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Et la France qui se dirige même vers une cohabitation au sommet de l'État? Une cohabitation, ça posera moins de problèmes encore. Mais si c'est le Rassemblement national qui prend le gouvernement, mais ça va poser un énorme problème, puisque tout le monde sait qu'on a reproché en France au Rassemblement national, à Marine Le Pen, d'être proche de Poutine. On les accuse même d'avoir été financés par les Russes. On accuse même les Russes d'avoir essayé de s'impliquer dans les élections en France, comme ils savent le faire en véhiculant des informations qui sont souvent extrêmement fausses et faciles à démontrer, dont la fausseté est facile à démontrer quand on est journaliste. Mais le problème de l'Ukraine, ça ne sera pas la France seulement. Aux États-Unis, Trump peut revenir au pouvoir. Mais si Trump revient au pouvoir, tout le monde connaît sa position par rapport à Poutine, qui est une position très claire, mais malgré tout, il n'est pas pour ce soutien américain très fort par rapport à l'Ukraine. Imaginez un Trump au pouvoir aux États-Unis, le Rassemblement national au pouvoir en France. Dans les autres pays européens, l'Allemagne et autres, on a vu comment ces mouvements d'extrême droite ont pris de la force. Il faut rappeler que Viktor Orban, c'est l'extrême droite. Donc, vous avez tout un ensemble de pouvoirs avec une doctrine qui est plutôt proche, le soutien à l'Ukraine au niveau du continent européen et même éventuellement au niveau des États-Unis. Ce soutien risque d'être réduit par ces changements qui peuvent intervenir dans ces pays qui soutiennent aujourd'hui fortement l'Ukraine. Un cessez-le-feu, c'est la demande principale du dirigeant hongrois. Le contexte actuel est-il favorable? Pour dire vrai, le contexte est favorable parce que les deux pays sont fatigués. La guerre coûte excessivement cher. Poutine, plusieurs fois, a parlé de paix, ce qui veut dire que dans certaines conditions,
il est disposé pour un cessez-le-feu. Mais c'est ces conditions qui ne sont pas acceptables pour l'Ukraine et pour ceux également qui soutiennent l'Ukraine. Parce que imaginez si la guerre s'arrêtait aujourd'hui avec Poutine qui prend tous ces territoires qu'ils ont déjà occupés, mais les gens vont se poser des questions. Tout cet effort financier qui a été fait par l'OTAN, par les pays de l'Union européenne, tout cela a été fait pour quoi? Mais ça sert pour pas grand-chose puisque finalement Poutine a obtenu ce qu'il voulait. On a fait énormément d'efforts pour rien. Maintenant, ne comptons pas le nombre de morts, le nombre de blessés, les personnes déplacées, les dégâts sur le plan matériel. Ça fait que bon, ce n'est pas facile d'être le premier quand ce n'est pas la Russie, puisque la Russie est en bonne position dans cette affaire, à parler de paix. Sinon, ça peut ressembler à de la capitulation de la part du président Zelensky, comme de la part de ceux qui les soutiennent. Mais il est bon également d'être réaliste. Cette guerre a suffisamment duré. En même temps, Mamadou Diouf, si les pays, les alliés se sentent essoufflés, à quoi servirait alors un nouveau sommet sur l'Ukraine comme le demande M. Zelensky? Ça peut servir à plusieurs choses. C'est pendant la guerre qu'on prépare l'après-guerre. Pour ceux qui se rappellent la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelait les conférences de Téhéran, les conférences d'ici et d'ailleurs, on n'attend pas la fin de la guerre pour faire ce travail. Ça va concerner déjà la reconstruction. Tout le monde sait qu'il y a des destructions extraordinaires au niveau de l'Ukraine. Vous avez ce travail à faire en matière de reconstruction. Vous avez également cette question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui est là. Orban qui est là-bas, par exemple, c'est longtemps opposé à l'adhésion au processus même, je ne parle même pas à l'adhésion, qu'on entame le processus d'adhésion de l'Ukraine au niveau de l'Union européenne. Vous avez cette demande d'adhésion de l'Ukraine au niveau de l'OTAN. Vous avez tout un ensemble de questions qui sont là, qui jusqu'à présent n'ont pas été véritablement résolues dans le sens de ce que Zelensky veut. Mais ça sera l'occasion pour lui d'avoir une tribune pour défendre ce genre de questions, mais défendre davantage ce qu'il a toujours dit, c'est F-16, que les avions arrivent, que ces armes qu'il demande qu'il n'a pas, que ces armes arrivent en même temps, qu'ils arrivent en quantité et qu'ils puissent avoir également cette possibilité de tirer sur le territoire russe, parce que tous ces éléments font l'objet de débats, de sorte qu'ils mènent la guerre un peu par procuration, mais ceux qui lui donnent la procuration ne lui ont pas donné, j'allais dire, toute la liberté de faire ce qu'il veut avec des armes qu'on a mis à sa disposition. Mais on te dit, bats-toi, on te donne des armes contre un adversaire qui, lui, se bat librement, et toi, on te demande sur combien de kilomètres tu peux tirer et sur combien de kilomètres tu ne peux pas tirer. Il a raison, effectivement, d'appeler à une conférence sur l'Ukraine pour aller vers le futur de l'Ukraine. Saura-t-il convaincre l'Union européenne pour un prochain sommet dans ce contexte? Ça va être difficile parce que les positions au niveau de l'Union européenne ne sont pas exactement les mêmes. N'oublions pas que certains pays de l'Union européenne continuent à consommer du gaz russe. La Hongrie est l'exemple le plus patent qui dépend fortement d'un point de vue énergétique de la Russie. Ils sont pas les seuls. Les Français ou autres continuent à acheter du gaz russe malgré tout ce qu'on entend comme bruit de part et d'autres. Donc les pays européens, en fonction de leurs intérêts propres, n'ont pas exactement la même position par rapport à cette affaire-là. Et de plus en plus, certains pays commencent, même quand on a vu la réaction quand le président Macron a dit qu'il faut envoyer des troupes, qui l'a soutenu? Pratiquement personne. Il a voulu peut-être prendre le devant, se mettre au devant de la scène européenne, au devant de la scène diplomatique par rapport à cette affaire-là, mais aucun pays européen ne l'a suivi. Ça fait que, quel que soit ce que le président Zelensky va pouvoir dire et ce qu'il va pouvoir demander, mais il faut qu'il y ait cette cohésion au niveau des pays européens avant qu'on ne puisse prendre une décision, parce que leur mode de prise de décision est extrêmement compliqué à cause de l'unanimité qu'ils cherchent sur un certain nombre de questions. Et la présidence donc assumée aujourd'hui par Viktor Orban, est-ce que justement l'arrivée du Hongrois présenterait quelque part aussi des opportunités pour Kiev pour une sortie de guerre? Je ne crois pas, parce que quand Kiev regarde Viktor Orban de façon réelle, Kiev voit plutôt un allié de Vladimir Poutine. Maintenant, est-ce que ça pourrait être l'occasion pour que lui, il aille faire pression sur Poutine? Là, oui, ça serait une bonne... du dialogue. Oui, mais quand on voit ce qu'il est venu dire au niveau de l'Ukraine, c'est plutôt le contraire. S'il avait agi dans l'autre sens, on pourrait dire que ça peut ouvrir une porte pour qu'il y ait au moins
des négociations, qu'on aboutisse éventuellement à un cessez-le-feu, mais dans son discours, on ne l'a pas du tout senti. Mais attendons de voir, il va peut-être également aller en Russie, parce que quand on veut cesser le feu, c'est entre deux parties. On ne peut pas l'avoir avec une seule des parties. Attendons sa visite à Moscou pour voir qu'est-ce qu'il va proposer à Poutine. On saura en ce moment s'il peut effectivement réussir là où beaucoup d'autres ont échoué jusqu'à présent. Et sur le plan national en Ukraine, quelle est aujourd'hui la situation? Comment est-ce que ça se présente? Mais extrêmement difficile. Avec des populations qui sont quand même résilientes, on essaye de continuer les activités autant que possible. La situation est extrêmement difficile, d'autant que la Russie continue de bombarder des éléments stratégiques, la fourniture d'eau, d'électricité pour mettre les populations dans les conditions les plus difficiles, certainement espérant que cela puisse les amener finalement eux-mêmes à se révolter, soit contre le président, pour lui dire on n'en veut plus, nous sommes fatigués, soit à eux-mêmes réclamer la fin de la guerre en demandant qu'il y ait tout simplement un cessez-le-feu que Orban est venu chercher et que pour le moment, il n'a pas obtenu. Mais pour le moment, il n'en est rien d'une révolte en interne, d'où vous soulignez donc la résilience du peuple ukrainien. Oui, il n'y a pas une révolte globale, mais au niveau de recrutement, ils ont des problèmes. Les jeunes ne veulent plus se faire recruter. Et ils ont même ajouté quelque chose dedans, puisque les jeunes sont interdits de sortie du territoire. Actuellement, pour les encourager à venir au niveau de l'armée, on dit que si tu viens dans l'armée pendant un certain temps, après tu peux avoir la possibilité de sortir du territoire. On a vu également parfois qu'on est allé, j'allais dire, attraper les jeunes pour les obliger à venir servir au niveau de l'armée parce qu'il y a effectivement un problème, la guerre dure. Et quand la guerre dure, vous avez des blessés, vous avez des morts, il faut pouvoir avoir des hommes qui descendent sur le terrain pour faire la guerre. L'Ukraine n'est pas dans une position favorable de ce point de vue-là. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.